Sur ce premier épisode de la 3e saison de Backseat, on est en direct de la fête de l'humain à l'Agora de la fête de l'humanité. Vous êtes incroyables, merci du fond du cœur, chers amis. On a pris un tout petit peu de retard, 3 fois rien sur l'émission, et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est pas la peine de s'autocongratuler. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'immense Bolchegeek. Bolchegeek dont on va parler dans quelques instants, et c'est une nouveauté dans cette saison de Backseat. On propose à nos amis, à nos influenceurs, aux personnes qui viennent sur le plateau de venir nous présenter une cause, une assoce, quelque chose qui leur tient à cœur. Et toi, Bolchegeek, tu as choisi de nous présenter le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Étienne Marx. Merci à vous deux d'être avec moi, merci beaucoup. Bolchegeek, Binge, toi, je suis très heureux de t'accueillir sur le plateau de Backseat, particulièrement dans ces conditions, mon vieux. Toi, tu fais des vidéos sur Internet depuis des années où tu parles de culture, et plus particulièrement de culture populaire. C'est un mot que j'ai beaucoup entendu quand on a fait la déambulation dans la fête de l'humanité. Ça veut dire quoi pour toi, la culture populaire ? En fait, ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce que ça peut être compris comme quelque chose qui serait de la culture pas légitime, la culture de masse, de la culture commerciale. Et il y a un sens aussi qui est le sens qu'on trouve ici, en fait, en réalité, qui est une culture commune, qui n'est pas forcément la culture des élites, mais qui est une culture qui est diverse, qui est celle des gens vraiment de tous horizons, des classes populaires, sans mépris absolument pour toutes les cultures qui peuvent les faire vivre. Et ici, il y a toute cette diversité-là, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau gastronomique, que ce soit au niveau des événements qui se passent, le salon du livre, etc. Et c'est dans ce sens-là que moi je l'entends, en tout cas dans le bon sens du terme, quoi. Tu n'es pas étranger à la fête de l'humain. T'es pas étranger à la fête de l'humain parce que tu travailles avec l'humanité depuis 1 an. Tu as une chronique vidéo qui s'appelle Populaire, on peut pas faire plus simple, et dans laquelle notamment tu as fait une très belle vidéo où tu parles du sens de la fête, où tu présentes cette fête de l'humanité. C'est très particulier, la fête de l'humanité. Oui, en fait, on a fait cette vidéo. J'étais jamais venu avant l'année dernière, avant de bosser pour l'humain, à la fête de l'humanité. Et c'est bon, maintenant c'est réparé, je reviendrai tous les ans, il n'y a pas de problème. Et en gros, on nous a demandé de le traiter comme un objet culturel, comme on fait pour un film, pour un jeu vidéo, pour une bande dessinée, n'importe quoi. Et parce que effectivement, ça revient beaucoup ici, il y a marqué populaire, politique et culturel. Donc tout ce que j'aime, on a essayé de le traiter comme ça et d'essayer de comprendre c'est quoi l'histoire de cette fête, c'est quoi son identité aussi, son côté assez unique, parce qu'en réalité, il n'y a absolument pas d'équivalent en France d'une fête comme ça, que ce soit du point de vue culturel, que du point de vue de grands rassemblements politiques et d'énergie militante aussi qu'on retrouve ici, à côté de la fête, justement au sens strict du terme. Et dans la culture populaire qui est chère à ton cœur, il y a aussi du jeu vidéo, et c'est là que je me tourne vers toi, Pierre-Étienne Marx. Tu t'appelles vraiment Marx ? Oui, tout à fait, ouais. Pierre-Étienne, toi, tu es directeur technique chez un éditeur de jeux bien célèbre qui s'appelle Ubisoft, et tu es responsable de la section syndicale du syndicat des travailleurs des jeux vidéo, le STJV. C'est assez récent comme syndicat. C'est quoi son histoire? Raconte-nous. Ouais, en fait, le syndicat s'est créé en 2017. Une des raisons pour lesquelles ça s'est créé, c'est aussi que, je pense, comme plein de gens, on commençait à voir se profiler les changements politiques, la montée, les lois travail, les trucs comme ça. Et bon, on n'a pas été déçus ensuite. Et une des logiques, c'était de dire, dans le jeu vidéo, il n'y a rien. Il n'y a pas de syndicat, et ils n'arrivent pas à s'implanter comme ça. Et donc, comment on fait pour faire quelque chose, pour monter quelque chose et pour pouvoir se défendre? Et en l'occurrence, pour se défendre, vous faites aussi un travail d'observateur, vous regardez le jeu vidéo, ses conditions de réalisation, et vous avez sorti cette semaine un baromètre, une étude sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Tu peux nous en parler de ce baromètre? Oui, bien sûr. En fait, le baromètre, c'est venu d'un besoin que, pour l'instant, c'est que les patrons qui parlent du jeu vidéo, et du coup, ils en parlent en disant que tout va bien, il n'y a rien à voir, etc. Et on voulait voir la réalité des faits. Et on n'a pas été déçus. Pour donner un truc tout simple... Qu'est-ce que ça donne? Vas-y, dis-nous un peu. Ouais, en fait, sur le sujet du crunch, alors si les gens sont pas... c'est quoi le crunch? Vous en parlez beaucoup. Le crunch, c'est une période de surtravail. Ouais. Alors, quand on en parle, des fois, les gens se disent ouais, c'est les exemples extrêmes, genre tu fais 120 heures dans une semaine, je sais pas quoi et tout. Et évidemment, c'est aberrant et c'est dangereux.
Mais le crunch, c'est aussi un truc beaucoup plus insidieux, où tu as des semaines entières où tu enchaînes, où tu fais beaucoup d'heures en plus, etc., sans forcément exploser des compteurs, mais où en fait, sur 1 mois ou 2 mois, ça s'accumule et tu as une vraie fatigue physique, psychologique, etc. Et donc, sur le crunch, c'est une pratique dont les patrons disent qu'elle n'existe plus. Et en fait, nous, quand on demande aux gens, ils en ont fait... Il y a un quart des gens qui disent « oui, j'ai fait au moins une période de crunch dans l'année, quoi ». Mais c'est terrible, enfin, c'est un constat absolument alarmant et c'est quelque chose de trop habituel dans l'industrie du jeu vidéo. Bah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour donner une idée, sur ces gens qui ont fait du crunch, la moitié n'ont même pas été rémunérés, ne serait-ce qu'en heures sup. Donc voilà, faut aimer son patron, quoi. Et ouais. Et ben vous avez raison de huer, effectivement. Bravo aussi aux développeurs, à ceux qui bossent, à ceux qui fabriquent nos jeux vidéo. On peut les applaudir à tous les devs. Merci à vous, du fond du cœur, bravo pour ce que vous faites. Benjamin, toi, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi de parler des conditions dans lesquelles sont fabriquées ces œuvres culturelles auxquelles on adore jouer, regarder, écouter, etc. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un angle qui est un angle tout bêtement matérialiste, voire on pourrait dire marxiste dans même certains sens. Et en fait, au-delà de ça, je pense que c'est une grille de lecture qui est intéressante et qui manque un peu parce que on a tendance à voir les œuvres un peu de manière éthérée et abstraite, comme juste une œuvre d'art comme ça qui serait sortie, vraiment qui serait tombée du ciel. Alors que non, il y a des gens qui les font, il y a des travailleuses et des travailleurs qui les font, surtout des produits culturels comme le jeu vidéo, c'est-à-dire qui demandent des efforts collectifs énormes et des moyens techniques énormes. Et ça, non seulement c'est important parce que c'est comme ça que c'est fait, mais aussi c'est ce qui leur donne forme. Beaucoup de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, a cette forme-là parce que ça a été produit dans certaines conditions. Et du coup, ça donne un regard qui peut être intéressant sur ce qu'elles disent de la société, sur ce qu'elles disent de l'état du monde et sur ce qu'elles disent aussi des gens qui les font. En fait, à la base, ce qu'il faudrait, je pense, ne jamais oublier quand on regarde, que ce soit un film, un jeu vidéo ou n'importe quelle œuvre dans ce genre-là. Ce que tu dis aussi, c'est que si nos objets culturels étaient produits dans de bonnes conditions de travail pour les personnes qui les fabriquent, on aurait tous une meilleure culture. Ah oui, bien sûr. Déjà, il y a un enjeu déjà de base de toute façon. Même des gens qui feraient un jeu vidéo de merde doivent avoir des conditions de travail qui soient des bonnes conditions de travail de toute façon. Mais surtout, oui, effectivement, moi je suis pour qu'on donne plus de place et plus de moyens aux gens qui font concrètement. Et c'est bon, je vais la faire un petit peu à la serpe, mais les gens qui font ces œuvres-là, c'est pas, on voit avec la grève à Hollywood là maintenant, hein, c'est-à-dire que c'est pas les actionnaires des studios qui font les films ou les séries, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est les gens qui savent produire ce genre de choses, qui ont le savoir-faire et qui les font grâce à leur travail, à leur imagination. Et moi j'aimerais qu'on donne un peu plus de place à leur imagination et à leur savoir-faire qu'aux algorithmes, qu'aux études de marché, qu'aux délires des actionnaires ou aux volontés monopolistiques de Disney, de je ne sais quoi. Et effectivement, dans ce sens-là, je pense qu'on aurait une meilleure culture avec nous, quoi. Pierre-Étienne, je le disais, le STJV, c'est un syndicat récent, en 2017, sa création. Est-ce que tu constates des difficultés à l'acte de se syndiquer dans ce milieu-là? Je sais pas, peut-être c'est un cliché, plus individualiste? Je sais pas. Bah, je pense que c'était vrai pendant longtemps. Je pense que ça fait partie de ces milieux qui sont nés avec le néolibéralisme, grandis avec le néolibéralisme, et à qui on a dit vous êtes les gagnants du monde de demain, quoi. En fait, vous êtes les winners, vous allez rafler la mise, etc. Mais c'est vrai même dans l'informatique, tu vois. Oui, c'est la tech. Et en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui découvrent. Alors, nous, on se considère pas que la tech, on est aussi culturel, et c'est important de le rappeler, mais en tout cas, c'est des milieux qui découvrent un peu aujourd'hui la lutte sociale, parce que c'est des gens qui se retrouvent à se dire mais en fait, on me parle de dialogue social depuis 10 ans et j'ai pas d'augmentation. J'ai dit à mon boss que les process n'allaient pas bien et on continue à cruncher. Et en fait, tout ce qui me reste à la fin, c'est la satisfaction de mon taf éventuellement, quoi. Est-ce que vous gagnez des adhérents? On a vu des mobilisations cette année contre la réforme des retraites, avec des syndicats très présents dans la rue, dans les imaginaires. Est-ce que tu sens un retour vers le collectif ou pas plus que ça? Ouais, nous, on est toujours présents dans les grosses mobilisations et on voit l'effet, les gens qui viennent nous rejoindre, qui des fois manifestent pour la première fois, découvrent un peu ce que c'est. Alors on essaye de pas trop les emmener dans les trucs un peu trop chauds, mais
Mais on voit aussi les gens qui, en fait, nous une des logiques qu'on a, c'est un truc vraiment old school du syndicalisme à la française, c'est on prend les gens et on les amène au truc et on les forme à la fois en leur faisant faire, en leur montrant qu'on a du pouvoir et qu'on peut l'avoir en étant ensemble, et ensuite, à un moment, on leur donne les moyens, les outils, et puis on les laisse faire. Et le but, c'est ça, donc on amène les gens, on trouve des points communs, et ensuite, quand ils sont chauds, et ben, ils partent, et puis en fait, ils amènent le syndicat encore plus loin, quoi. Merci beaucoup Pierre-Étienne Marx du syndicat des travailleurs du jeu vidéo d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi Bolchegeek. Je crois que tu as sorti un livre. Tu nous en parles ? Oui, j'ai écrit un livre, donc ça s'appelle Le Syndrome Magneto. C'est un livre sur les personnages de pop culture qui veulent changer le monde et du coup passent pour des méchants. Et je l'ai dédicacé pour Jean-Luc parce que je sais que déjà il aime la science-fiction, il aime certaines cultures populaires et je sais que des fois il passe un peu pour un méchant, donc peut-être ça va lui parler, je lui laisse là. Je lui donnerai. Merci beaucoup à tous les deux, je vais vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup Jean. à vous. Merci. Merci.